m'appelle Nicolas Sterckx, donc je travaille chez MBuild Brussels, donc c'est le nouveau nom de la Confédération Construction. Donc les paiements ont repris pour les primes introduites avant le 16 août 2024. Le délai pour clôturer les travaux et donc émettre les factures de solde, donc ça doit être fait avant le 31 décembre. Et après, le client a 12 mois pour introduire le dossier de prime. L'objectif de ce webinaire, donc, c'est vous informer sur les primes existantes, mais surtout vous aider à remplir et compléter au mieux les documents nécessaires, et ainsi éviter les allers-retours avec vos clients et augmenter les chances pour eux d'avoir accès aux primes. Au niveau du programme, donc, le programme est en 6 points. Donc, il y aura une présentation succincte des primes résolution, explication des éléments requis sur les factures, le détail des attestations des entrepreneurs, l'explication de comment votre client doit soumettre son dossier de prime, une conclusion, et on finira par le question-réponse qui sera donné avec Bruxelles Environnement. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat, elles seront traitées en fin de parcours. Et pour ceux qui ne savent pas encore, il y a la possibilité d'entendre la présentation en néerlandais. Si vous n'arrivez pas à aller, il y a 3 petits points, et alors il faut sélectionner la langue néerlandais, et alors la traduction est instantanée en néerlandais. Au niveau des primes, donc pour qui? Donc c'est toute personne concernée par le bâtiment. C'est les primes donc, bruxelloises, donc situées en région de Bruxelles-Capitale, pour tous les bâtiments âgés de plus de 10 ans, tout type, logement, bureau, commerce. Qui doit réaliser les travaux? C'est des entrepreneurs inscrits à la Banque Carrefour des entreprises, avec un numéro de TVA et avec l'accès réglementé à la profession, indépendamment du lieu de votre siège social. Quand demander les primes? Eh bien, c'est une fois que les travaux ont été terminés, et la demande des primes se fait en ligne via Irisbox. On a un minimum, pour la demande de prime, il y a un minimum de 250 €. Et pour toutes les autres primes, donc c'est maximum 90% du montant facturé de travaux éligibles. Il y a des primes pour les maisons unifamiliales et les unités non résidentielles qui est de 50 000 €. Et pour les bâtiments non résidentiels et les parties communes d'un immeuble, on a une prime avec un maximum de 200 000 €. Une même prime pour les mêmes travaux ne peut être demandée qu'une seule fois tous les 10 ans. Donc l'affectation, on a déjà parlé, mais donc il s'agit vraiment de tout type d'immeuble. Les travaux nécessitant un permis d'urbanisme, aucune prime ne peut être accordée pour une unité neuve, même si le bâtiment principal a plus de 10 ans. Au niveau des demandeurs, il y a 3 classes de revenus. Donc il y a 3 catégories, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. La catégorie 3 correspondant aux revenus les plus faibles. Il y a une possibilité de majoration pour changer de catégorie en fonction du ménage ou de l'âge des personnes du ménage. La personne qui demande la prime doit être la personne à qui sont adressées les factures. Et donc pour simplifier, il faudrait qu'une seule personne apparaisse sur les documents ou le nom de la copro. Mais il y a des dérogations possibles, bien entendu. On demande toujours au niveau du revenu cadastral, est-ce que si je fais mes déclarations de primes et autres, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau du cadastre? Eh bien, l'administration en charge des primes résolution ne transmet aucune information. Bien sûr, si votre client fait une salle de bain ou adapte ses combles, enfin, rénove ses combles, il aura évidemment, ce serait comme voilà, il doit quand même déclarer les travaux qu'il a réalisés. Au niveau des primes, il y a 42 primes résolution. Il y a des primes travaux de rénovation, c'est géré par Urban, et alors des primes travaux économisateurs d'énergie qui sont gérés par Bruxelles Environnement. Il y a également des primes communales et des primes petits et patrimoine. Vous avez ici le lien pour tomber sur le site Résolution avec toutes les primes. Sur le site Résolution, il y a un filtre qui permet de faciliter un peu les primes auxquelles vous avez droit, en sélectionnant si vous êtes particulier, professionnel, choisir la commune, et ça vous permet de facilement déterminer à quelle prime a droit votre client. Vérifier les conditions techniques de chaque prime. Donc typiquement ici, on est sur une prime concernant les accessoires de toiture. Et donc, si vous allez sur le site et vous sélectionnez quels sont les travaux concernés, vous voyez exactement tout ce qui se trouve dans... quels postes peuvent être sélectionnés pour cette prime. Donc l'important est ici de bien lire les détails et de voir aussi si la prime est calculée à l'aide de la surface ou si c'est un poste en forfait. On rentre un peu plus dans le détail, par exemple ici, prime de toiture, où là, par exemple, il est important de savoir que
Si vous faites juste un travaux d'étanchéité, il n'y aura pas de droit de prime parce que pour avoir accès aux couvertures et étanchéité, il faut qu'une isolation soit aussi réalisée. Et l'isolation, on le voit, le R isolant de la toiture doit être plus grand égal à 4. Il en va de même pour les façades, où là, si vous voulez avoir une prime sur l'enduit et le bardage, il faut d'abord évidemment mettre une isolation. Et là, ici également, on voit le R isolant par rapport à si on est une paroi, donc si c'est une isolation par l'intérieur, par l'extérieur ou en coulisses. Et donc, il y a plein de règles comme ça à bien vérifier. Alors, il y a plusieurs primes bonus. Donc, il y a des primes pour tout ce qui est isolation durable. Il y a des primes pour tout ce qui est acoustique. Il y a également des primes pour tout ce qui est citerne d'eau de pluie, la sortie mazout et charbon. Et puis, il y a la prime plusieurs travaux. Si 3 primes sont introduites en même temps, qui sont dans cette liste-là, vous avez une majoration de 10% pour la catégorie 1 et 2 et 20% pour la catégorie 3, donc une majoration sur les primes totales. Donc c'est assez important de l'expliquer à vos clients. La synthèse HomeGrade qui reprend un peu toutes les informations des primes est vraiment bien faite. On vous mettra le lien dans le chat ou par mail. Je vous invite vraiment à aller consulter pour pouvoir proposer à vos clients les travaux et expliquer au mieux les primes. Alors, le plus important aujourd'hui, c'est le détail sur la facture. Alors, une facture, donc le plus important, c'est la facture de solde qui va permettre votre client va, grâce à ça, pouvoir demander ses primes. Sur une facture de solde, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin effectivement du nom ou la copro et l'adresse du chantier. On a également besoin de la date de facturation, la date de fin des travaux, le numéro de la facture, le nom de votre entreprise, le numéro de TVA, toutes les coordonnées, la description précise des travaux réalisés, tout ce qui est lié au prix unitaire hors TVA, ainsi que la TVA qui est appliquée et le total. Alors, il y a aussi la possibilité, si vous n'avez pas fait donc dans votre facture de solde, si vous n'avez pas fait de modification de travaux en cours de chantier, vous pouvez simplement faire une facture de solde en mettant que donc c'est la facture de solde suivant le devis Intel qui a été signé à la date. Et ça permet de faire. C'est dans les règles. Vous avez également, si vous avez fait quelques modifications et que vous avez modifié le bordereau, et bien là, donc vous faites un bordereau que vous avez modifié et vous mettez la mise à jour du bordereau que vous annexez à la facture de solde. Alors, sur la facture, donc la facture de solde, c'est vraiment utile comme preuve pour les primes, mais également pour la certification PEB. Donc, il est vraiment important d'expliquer l'endroit exact des travaux effectués. Vous pouvez même l'agrémenter de photos. Ça, c'est surtout dans le cadre de la certification PEB. Le plus important, en tout cas, pour les travaux énergétiques, c'est donc de donner un peu plus de détails. Donc, typiquement, pour l'isolation d'une toiture à versant, on va mettre le nombre de mètres carrés, donc le prix unitaire, l'épaisseur de l'isolant, le type, la marque de l'isolant, le lambda de l'isolant, donc c'est la conductivité thermique, et la valeur R associée. Alors ici, on a 3 exemples, comme ça, on explique, on va vraiment dans le détail. Donc typiquement ici, on a une facture, donc c'est une preuve acceptable. On a donc c'est de l'isolation de façade, on a donc la date de la facture, l'adresse du chantier, le type de travaux, donc isolation, on a la référence au devis, identification de la paroi concernée par les travaux, le type d'isolant et le lambda d'isolant. Mais pour qu'elle soit encore plus complète, on aurait pu mettre l'épaisseur de l'isolant, la valeur R de l'isolant, marque et modèle de l'isolant, quelques photos de mise en œuvre et la surface de la paroi concernée par les travaux. En deuxième exemple, on a ici une facture aussi de travaux d'isolation. On a une date de facture, on a les types de travaux, donc isolation, le modèle, le lambda, le R. Mais bon, vous n'aurez pas pu le voir parce que ça a été flouté. Mais l'adresse propriétaire n'est pas la même que l'adresse de chantier. Et donc, donc cette facture n'est pas valorisable pour les travaux énergétiques et pour les primes. Il y a aussi la paroi concernée par les travaux qui n'est pas identifiable. Donc, c'est vraiment important d'être le plus précis possible.
Alors, un dernier exemple, donc ça, on est sur une facture de pose de châssis, où là, on a effectivement une facture, donc c'est une preuve acceptable également. On a la date de la facture, on a les types de travaux, donc c'est des châssis avec la valeur UW et UG. On a la surface des châssis, mais c'est difficilement valorisable. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à identifier de quel châssis il s'agit. Et la référence pardon, à l'offre est incomplète. Donc on aurait pu y glisser le bordereau des châssis et également y glisser, donc dans le bordereau des châssis, on a généralement aussi le UW qu'on peut référencer. Maintenant, on va partir sur la partie attestation d'entrepreneur. Une fois que vous avez terminé un chantier, votre client va vous demander de remplir les attestations d'entrepreneur. Et donc là, je vais un peu les reparcourir avec vous pour que vous soyez, enfin que vous compreniez quoi faire au niveau du remplissage de ces documents. Donc on a toujours une attestation générale et puis on a des attestations par type de prime demandée. Le lien qui se trouve ici vous envoie directement sur la liste des attestations et vous n'avez qu'à les imprimer et les remplir à la main. Au niveau de l'attestation générale, qu'est-ce que demande l'attestation générale? Donc, c'est les données de votre société, l'adresse du chantier, la date à laquelle le devis a été établi, la référence du devis. Après, vous devez également mettre toutes les dates de facture avec les numéros de facture et les montants TVA comprises. Et puis le plus important ici, c'est la dernière facture, donc la facture de solde qui doit aussi être référencée, qui permettra après, il y a 12 mois pour que le client puisse remettre sa demande. Vous devez aussi cocher tous les travaux qui ont été exécutés, qui sont soumis à prime. Donc là, vous voyez un peu, il y en a plusieurs, donc il faut vraiment les cocher, c'est important. Et puis évidemment, dater, signer et mettre votre cachet si vous en avez un. Alors maintenant, on est sur l'attestation des types par prime demandée. Donc là, par type de prime, pardon. Donc ici, on a un exemple sur l'échafaudage. Donc la prime B1, échafaudage et protection. Et bien ici, on voit directement qu'il faut mettre le prix. On a la surface de l'échafaudage, on a l'emplacement, comme vous l'aviez compris, c'est important de mettre où ça se trouve, et alors les travaux concernés, donc si ça a été une structure de toiture ou si c'est l'isolation thermique de la toiture ou la façade. Vous devez également dater, signer. Il y a la prime qui est plus liée à la structure de la toiture, donc la E1, où là on demande les prix totaux, et alors de bien spécifier où la localisation des travaux. Daté, signé également. Il y en a plein d'autres, ça c'est le dernier exemple. Ici, on est sur l'exemple qui est un des plus, un des plus répandus. Donc là, on est avec toutes les primes liées effectivement à l'isolation de façade et enduit ou bardage. Donc là, vous devez aussi mettre le montant hors TVA des travaux éligibles. Puis après, ici, vous avez une page où vous devez expliquer le type d'isolant qui a été mis en œuvre, la marque, le modèle, l'épaisseur, le coefficient lambda, le R et la surface concernée. Donc vous voyez que plus un devis ou la facture est détaillée, plus c'est facile pour remplir ce genre de document. Alors au niveau du bardage, ben, c'est un peu pareil, ou de l'enduit, enfin, vous choisissez un des deux. Là, effectivement, vous mettez le montant, la surface, et puis la surface concernée. Et puis vous datez et signez. Alors, pour le client, ce sera juste un petit... comme ça, vous savez bien aiguiller votre client pour sa soumission de dossier, mais ça va être assez bref. Donc, le client doit, une fois qu'il a tous les documents, il doit se rendre sur le site Irisbox. Et là, il introduit une demande de prime. Donc, comme je vous l'avais dit, il a 12 mois après la facture de solde pour faire sa demande. Une fois que dans ces 12 mois, une fois que c'est envoyé sur Irisbox, l'administration à 90 jours, a d'abord fait un octroi au refus dossier incomplété dans les 90 jours. Et puis après, une fois qu'il y a eu octroi, il y a 30 jours pour faire le versement des paiements. Si votre client a des soucis, vous pouvez le renvoyer chez HomeGrade qui se fera un plaisir. D'une part, ils ont créé une sorte de petit document qui aide vraiment
les différentes personnes à pouvoir faire ces demandes de primes. Donc ça aiguille vraiment bien et ça explique comment faire sa demande de prime. Et il y a aussi un helpdesk qui permet de pouvoir répondre aux questions. Donc c'est vraiment pour les particuliers. Alors au niveau de la conclusion, je disais que je travaillais chez MBuild, donc c'est le nouveau nom de la Confédération Construction. Donc MBuild, l'émission, donc c'est vous informer sur les évolutions réglementaires. On vous conseille et on vous accompagne. On développe les activités de construction à Bruxelles. On promouvoit également une image positive du secteur. Et bien sûr, on défend vos intérêts. On a des services juridiques, tout ce qui est recrutement, innovation, clause sociale, durabilité, formation continue et mobilité et logistique. Alors, dans MBuild, il y a également le projet Build Circular. Donc, c'est un service gratuit pour accompagner les entreprises de construction sur tous les aspects liés à la durabilité, à la compétitivité et au bon fonctionnement des entreprises. Et dans Build Circular, il y a également le projet Parcours Réno qui aide les entreprises de construction à se spécialiser en rénovation énergétique. Vous avez ici toutes les informations pour pouvoir nous contacter. Ça, c'est un peu toutes les thématiques, mais on vous enverra le PowerPoint, comme ça vous pouvez un peu voir tout ce qu'on peut vous proposer. On a également, comme je l'avais dit, un helpdesk Rénolution pour que vous puissiez nous poser toutes les questions liées aux primes Rénolution. Et alors, il y a également le facilitateur bâtiment durable qui est aussi un helpdesk gratuit pour les professionnels du secteur du bâtiment où vous pouvez également poser toutes vos questions, que ce soit techniques ou tout ce qui est, enfin, c'est plus des questions techniques et également tout ce qui est lié au syndic d'immeubles, etc. Alors évidemment, je l'ai déjà présenté, il y a le site Rénolution. Donc ici, il y a une page pour les entrepreneurs et qui regorge quand même de beaucoup d'informations. Et n'hésitez pas aussi à aller sur la page d'accueil où il y a toutes les dernières infos concernant les primes et toutes les infos importantes à savoir assez rapidement. Voilà, je vous remercie en tout cas. Excusez-moi encore pour les problèmes techniques au début. Je vous propose maintenant de regarder dans le chat et de pouvoir commencer à répondre à vos questions avec Ilan qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour répondre aux différentes questions. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. C'était il y a un petit temps déjà. C'est de la main dessus. Ouais, je vois ici une question de Anne. Donc, comment faire si les factures ont été faites durant le chantier par tranche d'avancement et non suivant un état d'avancement? Donc, j'imagine que la question ici, elle est relative à comment est-ce qu'on fait pour l'introduction de la demande de prime, c'est-à-dire donc pour bien être sûr de pouvoir bénéficier encore des primes 2024. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit ou est-ce que j'ai mal compris la question? Allô, est-ce que vous m'entendez? Je sais Oui, pas là, si on la... t'entend. Oui, ok, merci. Oui, Est-ce que la personne qui a posé la question veut peut-être commenter par rapport enfin pour une précision par rapport à cette question? Voilà, je ne sais pas si les personnes peuvent se démuter par elles-mêmes ou si elles sont bloquées à ce niveau-là. je ne sais pas t'aider. Ok. Nicolas? Ben, Non, ici le micro est coupé en fait. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer à la question suivante et voir si madame peut peut-être clarifier sa réponse. Sinon, on la démutera à la fin, sans problème. ok. Alors, je vois qu'il y a une question sur les primes en 2025. Est-ce qu'on sait déjà comment elles vont évoluer? Non, on ne sait pas. Donc, pour ça, on attend d'avoir un nouveau gouvernement bruxellois. Bah, vous savez comme moi qu'il n'y en a pas pour l'instant. Et donc, on en aura un, j'espère, pour la fin de cette année-ci. Et j'espère assez vite qu'on sera fixé sur les primes en 2025. Déjà, est-ce qu'il y en aura?
Et si oui, de quel type, les conditions, etc. Voilà. Nous n'avons pas de contact avec les partis se trouvant ou pressentis pour se retrouver dans le prochain gouvernement, donc nous ne savons pas ce qui nous attend. Alors, je prends la question suivante. Le client me demande, est-ce qu'il y a un risque que son cadastre augmente s'il isole sa toiture en demandant une prime? Donc ça faisait partie de la présentation de Nicolas. Donc les augmentations de cadastre, elles sont liées à une augmentation de la surface habitable. Donc si vous isolez une toiture sans créer un nouvel espace habitable, normalement il n'y a pas d'impact sur le cadastre. C'est considéré comme des travaux purement énergétiques qui n'améliorent pas le confort, entre guillemets, dans le sens vous gagnez de l'espace voilà, ça n'augmente pas le confort du logement dans ce sens-là, et donc il n'y a pas d'impact sur le cadastre. Pourriez-vous nous envoyer le document d'Homegrid? Donc là, Nicolas en a parlé, c'est un guide sur le site d'Homegrid qui est assez instructif pour vous aider à introduire une demande de prime. Ça se trouve sur le site. Je ne sais pas, Nicolas, si tu voudrais mettre le lien plus tard. Je mettrai le lien, on enverra un petit mail avec les différentes sources que j'ai citées pendant la présentation. Ouais, ok. Concernant la facture des travaux réalisés en 2024, est-il possible que le client paye son dernier acompte en 2025 et ait droit à sa prime? Oui, en fait, ce qui va compter ici, c'est vraiment la date de la facture. Donc, si la date de la facture est de 2024, il est bien sur les conditions en 2024 que sa facture soit payée en 2024 ou en 2025. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que la preuve de paiement est un document requis pour introduire la demande de prime. Mais donc, le demandeur de prime aura 12 mois suite à la date de sa facture de solde pour introduire. Donc, il peut très bien introduire en 2025, une fois qu'il a sa preuve de paiement de 2025. Quelles sont les primes pour 2025? Ça, j'ai dit que je ne savais pas. Pouvons-nous, en tant qu'entrepreneurs, nous attendre aux mêmes conditions? Voilà, j'ai pas de boule de cristal. J'aimerais vous dire que oui. Et en très peu de temps, pour pouvoir convenir d'un nouveau régime de primes, on peut imaginer que le nouveau gouvernement fera un copier-coller des conditions 2024. Mais tout est possible là, dans le politique, vous le savez, donc je ne mettrai pas du tout ma main en feu concernant cette affirmation. Je sous-traite des travaux HVAC à une autre entreprise spécialisée. Je facture mon client en direct. Est-ce qu'en termes d'accès et de code NACE, est-ce que ça pose problème? En termes d'accès, dans le sens, enfin, ça dépend de quelle prime on parle ici. Si on parle par exemple d'une prime pompe à chaleur, l'installateur doit être RECERT. Donc, si vous sous-traitez cette installation, on aura besoin d'avoir un rapport. Gaël, tu peux peut-être m'aider sur le nom de ce rapport de contrôle, je crois, dans lequel on voit le lien entre l'entrepreneur et l'installateur RECERT. Oui, c'est bien ça, c'est le rapport de contrôle. Ok, Qui voilà, est sur le site, il y a un lien dans cette prime. Donc on s'y retrouve directement. ok. Voilà, oui, je pense que ça répond à la question. Si c'est pas le cas, veuillez euh, crier, s'il vous plaît. Dites-moi si j'ai répondu à côté et que c'était pas ça que vous vouliez dire. Sinon, je prends la question suivante. Bonjour, nous établissons des factures qui sont des acomptes liés à un certain devis. Mes factures ne sont donc pas du tout détaillées, mais font référence au devis. Souvent, les clients me demandent de détailler ma facture, mais si je fais ça, j'ai des factures de plusieurs pages. C'est OK pour que le client joigne le devis avec les factures? Oui, c'est OK. Donc, pour nous, en réalité, les informations qui doivent absolument se trouver sur la facture sont des informations très simples, hein. Les informations relatives à l'entrepreneur, au client à qui vous facturez, la date de la facture et les travaux qui sont réalisés. Si on a ça, avec la date, pardon, pas la date, je l'ai déjà mentionné, mais le lieu du chantier, en fait, on est content. Donc, avec un lien vers le devis que vous fournissez également. Alors, il n'y a pas d'endroit spécifique sur le formulaire Irisbox pour fournir un devis, mais vous pouvez simplement
enfin, le demandeur pourra simplement l'ajouter en tant que facture, hein, comme deuxième page de facture si vous voulez, et ce sera pris en compte, on pourra avoir ce lien. Et de toute façon, il y a aussi l'attestation d'entrepreneur volet technique qui détaille, donc c'est un document que vous remplissez en tant qu'entrepreneur, et qui détaille les travaux réalisés avec les conditions techniques qui s'y retrouvent, enfin les données techniques qui s'y retrouvent. Ilan, je me permets quand même Ouais. de dire quelque chose. Par exemple, pour une prime G1, où on va demander une isolation, enfin, pardon, des châssis avec le label, dans nos conditions, il est écrit que ça doit être mentionné sur la facture. Si ce sont des factures d'acompte comme ça, alors il est vraiment impératif d'avoir le devis qui mentionne et qui certifie le label PEFC. Oui, donc effectivement, c'est uniquement pour les primes châssis. Donc, si vous utilisez du bois FSC ou PEFC, cette mention doit se trouver sur la facture. Même chose pour les vitrages acoustiques. Si vous avez placé un vitrage acoustique, cette mention doit se trouver sur la facture. Ce sont les deux seuls points supplémentaires qu'on veut voir sur la facture, en plus de ce que je vous ai dit. Lorsqu'un dossier a été introduit avant le 26 août, doit-on relancer ce dossier ou un nouveau dossier doit-il être introduit? Donc, j'imagine que vous parlez du 16 août, donc la date de fermeture du formulaire. Si le dossier a été introduit dans les temps, il est dans le workflow, donc pas la peine d'introduire un nouveau dossier. Il sera traité quand on y arrivera. Pour info, à Bruxelles Environnement, on est en train de traiter les dossiers du 14 août, mais on en a plusieurs centaines, et le 15 août, on en a des milliers. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps pour arriver au dossier du 15 août, si c'est le cas. Mais ben, on va y arriver. Pas la peine d'introduire un nouveau dossier parce que de toute façon, le nouveau dossier introduit se remettra tout en bas de la pile et ce sera simplement un doublon du dossier initial donc qui sera refusé automatiquement. Pourquoi faut-il mettre les montants puisque le client touche par mètre carré? Alors, en fait, effectivement, la plupart des primes sont des primes forfaitaires, donc X euros du mètre carré. Par contre, il y a un plafond à 90% du montant total des investissements. Et donc, on a besoin de connaître le montant investi pour pouvoir plafonner la prime à ces 90%. Dans le cas d'un chantier qui a été presque terminé en 2024, il manque juste des petites finitions à faire en début 2025. Si la facture de solde sera en 2025, les travaux vont correspondre aux primes 2024 ou 2025. Facture de solde 2025 égale prime 2025. Et donc là, c'est l'inconnu. Si c'est des petites finitions, comme vous dites, moi, je ferai le maximum pour m'arranger pour avoir une facture de solde datée de 2024, quitte à faire une autre facture en 2025 qui contient uniquement les finitions et qui, de toute façon, sont hors prime. Donc voilà. De cette manière, on s'assure que le client pourra bien bénéficier des primes actuelles et pas tomber donc, dans les abysses de 2025. Pour échafaudage, il faut mettre les mètres carrés, mais pour les autres protections, par exemple garde-corps, en fait, la prime qui s'appelle protection et échafaudage porte assez mal son nom. On voudrait le modifier, mais pour ça, de nouveau, on a besoin d'un gouvernement pour pouvoir le faire. Donc, en fait, c'est une prime uniquement pour la pose d'échafaudage. Donc, c'est une prime qui, malheureusement, porte mal son nom. Donc, c'est bien par mètre carré d'échafaudage qu'on octroie la prime. Donc, il n'y a pas d'autres types de protection éligibles ici. Alors, Home Perspective, je n'ai pas bien compris. Si la facture de solde est en 2025, les travaux ayant bien commencé en 2024, le client pourrait introduire sa prime. Alors, exemple, acompte en septembre 2024 et solde en... Oui, donc c'est vraiment la facture de solde et pas la facture d'acompte qui fixe les conditions qui s'appliquent aux primes. Donc, si vous avez une facture de solde de 2025, vous êtes sur les conditions de prime 2025 et ça, ces primes-là sont pour l'instant inconnues. Est-ce qu'un lift monte-charge camion, grue pour l'acheminement des matériaux peut être compté dans la prime protection échafaudage? La Gaëlle, je ne sais pas si tu as en tête les postes éligibles pour la prime Non. protection échafaudage. Donc, non, c'est vraiment tout ce qui est échafaudage au mètre carré. Et à la rigueur, si on vient mettre un filet, etc.,
on va prendre le coût de ça en plus dedans, mais il faut l'échafaudage. Et donc, tout ce qui est acheminement ne fait pas partie d'éléments de protection, mais plutôt d'éléments d'acheminement. Donc, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas dans la prime. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il Il y y en a en a, encore, il y en a encore dans QR, je pense. Ah non. ben non, c'est la question de Anne. Enfin, ah non, ici, je vois. Dans le cadre de la pose d'un nouveau système de chauffe dans un appartement, chaudière à condensation, quelles sont les conditions pour pouvoir toucher une prime? Mais donc, il n'y a plus de prime chaudière hein, depuis 2023. Pour les primes J6 et J10, donc on parle ici de régulation thermique et raccordement à un réseau de chaleur. Euh, je ne vois pas très bien. Enfin, les conditions techniques de ces primes se trouvent sur le site. Pour la régulation thermique, il n'y a pas grand-chose. Hein. On parle ici de vannes, on parle de thermostat d'ambiance. Ouais, il y a pas grand-chose comme conditions techniques. Et pour le raccordement à un réseau de chaleur, ben là, il faut un réseau de chaleur existant et on prime ici le raccordement à ce réseau de chaleur. C'est une prime de quelques centaines d'euros par bâtiment. Voilà, il n'y a pas grand-chose comme conditions techniques. Je vous invite à aller voir sur le site révolution.brussels. Euh, mais je ne vois pas de points spécifiques d'attention par rapport à ces primes, en tout cas. Si les primes continuent en 2025, pensez-vous simplifier les documents parce que ça prend beaucoup de temps pour nous et les détails des montants ne correspondent pas à nos propres calculs? Euh, alors, oui, moi je serais intéressé d'en savoir plus. Enfin, vous dites que ça prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps? Est-ce que c'est remplir les deux attestations qu'on vous demande? Donc l'attestation, enfin le volet général, avec juste quelques informations générales, et les attestations volet technique. Est-ce que c'est ça qui prend du temps? Euh, pour un petit peu expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on vous demande de remplir chaque fois, ok, les attestations de volet technique. C'est parce qu'en fait, on a été confronté, donc bah, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans les primes, hein, donc on a commencé à avoir un peu d'expérience dedans. Et on est confronté quand même assez souvent à des factures non détaillées. Et donc, euh, en fait, on passe son temps à faire des allers-retours avec le demandeur qui, lui, doit contacter son entrepreneur pour essayer d'avoir des factures où on trouve les informations techniques dont on a besoin pour pouvoir traiter, ainsi que les montants, etc. Et donc, pour éviter de devoir faire ça, parce que ici, même si voilà, Nicolas a bien montré qu'on continue à demander des factures détaillées et voilà ce qu'on voudrait voir dans une facture, en réalité, on vous prémâche le travail quelque part en vous fournissant le volet technique qui reprend toutes les informations qui sont euh, euh, nécessaires pour nous pour pouvoir traiter la prime. Euh, voilà, on n'a pas besoin de plus que ce qui se trouve sur le volet technique en réalité. Donc voilà. Euh, En réalité, on arrêterait de demander les volets techniques si toutes les factures qu'on recevait, ou la plupart, on va dire, seraient complètes et détaillées. On n'aurait plus besoin de ce volet technique. On trouverait tout sur la facture. Mais comme c'est majoritairement pas le cas, on préfère demander quand même des volets techniques qui vont reprendre juste les informations dont on a besoin de nous pour pouvoir traiter. Désolé que ça prenne du temps pour vous. Voilà, l'idée, c'est pas de vous donner plus de travail, mais c'est aussi quelque part pour nous de nous faciliter de notre côté traitement, le traitement justement pour pouvoir traiter un maximum de primes. Vous voyez que enfin, le nombre de dossiers qui rentrent n'arrête pas d'augmenter. Cette année, on a dû même enfin, faire un arrêt de prime pendant un certain temps pour pouvoir remettre du budget tellement que ça marche bien. Et puis, enfin, voilà, derrière, on a toujours la même équipe. Donc, voilà, on demande de traiter plus de primes avec autant de moyens. Et la seule manière d'y arriver, c'est de nous préparer le travail en vous demandant de remplir des attestations au volet technique.
voilà. Mais bon, voilà, on est ouvert à des propositions. Vous pouvez tout à fait nous contacter via le service info, donc info@environnement.brussels si vous avez des suggestions quant à des améliorations potentielles de ces attestations ou des choses qu'on pourrait demander à la place. Voilà, on est preneur. Ilan, il y Oui, a une question que tu as loupée sur des châssis un peu plus haut. oui, ok. Dans les primes châssis, un projet avec permis d'urbanisme qui marque châssis bois ou alu, mais la commune a accepté du PVC pour la façade arrière. Les châssis en PVC sont autorisés pour les primes. Alors, est-ce que les châssis en PVC sont autorisés pour les primes? Oui, uniquement dans le cas où des châssis en PVC étaient déjà installés à la base. Donc, ce qu'on n'autorise pas, c'est passer du bois au PVC ou de l'aluminium vers le PVC. Donc, PVC vers PVC, c'est autorisé. Ta, 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 ta. Je ne sais pas si je réponds à la question. Gaël, n'hésite pas à me compléter hein, si tu... Le truc, c'est que la personne donc, qui va, enfin, l'entrepreneur ou la personne qui va remplir l'attestation va dire qu'il y a un permis d'urbanisme avec un numéro de PU. Vu qu'on va voir que les nouvelles fenêtres sont en PVC, on risque très certainement de regarder le PU. Et vu que le PU parle de châssis bois ou alu, ça va être un peu touchy comme situation parce qu'on va être là, ok, la commune a accepté, mais qui nous dit que la commune a accepté? On aura tendance à se fier au PU qui dit, ben non, il faut mettre des châssis bois. Mhm. Donc voilà, Ouais. c'est un peu compliqué Oui, comme en effet, on va situation. considérer que c'est une incohérence et on Ouais, va demander des compléments. voilà. Ok, je continue parce que je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Est-ce que mon client doit introduire toutes ses primes en une fois ou selon l'avancement? C'est comme le client le souhaite. Donc, effectivement, on peut soit introduire à la fin du chantier avec une facture qui concerne l'ensemble des travaux effectués, ou vous pouvez aussi introduire à la fin de la réalisation de chacun des types de travaux primables. Donc, en gros, la toiture est terminée. Vous avez une facture de solde pour cette toiture. Le demandeur peut introduire une demande de prime pour la toiture alors que l'isolation des façades est encore en cours, par exemple. Et j'ajoute même que si si plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, donc des factures au nom d'entreprises différentes, il faut absolument morceler la demande de prime. Parce que si on attend la fin du chantier, il est possible que certaines des factures soient hors délai. Et si c'est pas le même entrepreneur qui a fait l'entièreté, ben, on va pas uniquement prendre en compte la dernière facture. Donc là, je conseille de morceler la demande de prime par type de travaux si ces différents types de travaux sont facturés par différents types d'entrepreneurs. Est-ce que l'échafaudage roulant est compris dans la prime échafaudage? Gaël, est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Oui, j'ai un avis. Je vérifie juste un truc avant de dire des bêtises. Hop. euh, Si je ne me trompe pas, tout ce qui est échafaudage est fait pour les travaux extérieurs. Donc, attendez un petit instant. Blablabla. L'isolation des murs par l'extérieur ou le remplacement d'une couverture de toiture. Donc, dans un sens, je pense que, objectivement, en fait, c'est compliqué de mettre un échafaudage roulant pour ce genre de travaux. Donc, non, ce n'est pas considéré. On parle vraiment des vrais travaux des gros échafaudages. Pardon, des gros échafaudages fixes Fixe. et non pas roulants. Ok. Alors, Mireille Drape, je t'ai répondu. Je passe à JF Fontaine. Les documents sont quand même beaucoup plus clairs qu'avant, me semble-t-il. Par contre, c'est effectivement chronophage pour les entreprises. Ok, j'entends. Mon client a fait poser des châssis avec seuil de fenêtre alu pour système ETIX. Je suis l'entrepreneur ETIX et j'ai dû modifier les seuils en alu car trop court. Litige client châssis en cours. Sur mon devis, il y a rectificatif seuil. Ce montant a été retenu sur la facture châssis. Est-ce que le client doit apporter la preuve de paiement?
en l'occurrence le paiement retenu sur facture châssis est payé à mon entreprise. Je ne sais pas si tu as un avis, Gaël, là-dessus. Les seuils ne sont pas compris dans la prime, donc si on a une preuve de paiement pour la pose des châssis en fin de chantier, et puis qu'après il y a eu un litige, ça, on n'est pas censé être au courant, donc voilà. Ça. Merci. Prime châssis aluminium et PVC. Cette année, certains de nos clients ont eu leur prime alors qu'en 2023, j'ai eu des clients qui avaient des refus, sauf en cas d'obligation de la copropriété. Est-ce toujours le cas? Et du PVC vers aluminium? Oui. Alors en fait, s'il y a des changements dans le traitement, c'est simplement qu'on a modifié l'attestation volet technique. Vous voyez, on y retourne toujours. On l'a précisé et on est maintenant en capacité de pouvoir identifier quel était le type de châssis initialement, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, il est possible que certains soient passés entre les mailles du filet et qu'il y ait des châssis aluminium vers PVC qui ont été primés. Ce n'était pas le but, mais en fait, simplement, on ne le voyait pas, vu qu'on ne le demandait pas, ou on le demandait de manière pas suffisamment précise que pour avoir l'info. Voilà la différence entre 2023 et 2024. Dans le cas spécifique, nous avons les communications avec la commune qui autorise le PVC arrière, mais on remplace des anciens châssis bois avec des châssis en PVC. Oui. Alors, dans ce cas-ci, même s'il y a une autorisation de la commune pour le faire, nous n'allons pas le primer. Donc, bois vers PVC, on ne prime pas. Dans la prime E4, accessoires de toiture, est-ce que les couvre-murs sont compris? J'entends par là par exemple, des montages de ceux-ci, car nécessaires pour réaliser une bonne étanchéité et l'éventuelle repose ou pose de nouveaux couvre-murs. Alors, la prime 4, en réalité, c'est une prime que nous ne traitons pas. Elle est traitée chez Urban. Je ne sais pas si toi, tu as connaissance de ce point-là, concernant cette prime, Gaël. Je regarde. Ok, entre-temps, regarde à ton aise, entre-temps, je passe à la question suivante. Un client étranger ayant un bien à Bruxelles peut-il obtenir des primes? Oui, dans le cas où le client a un numéro de registre. Non, pardon. Dans le cas où le client a un accès à Irisbox. Pour avoir accès à Irisbox, il faut avoir un numéro de registre national belge. Donc, on peut être étranger et en avoir un, donc avec une carte de résident permanent, par exemple. Dans le cas où il n'est pas résident, il est possible de demander un token pour un accès à Irisbox de manière ponctuelle. Ce token, il se demande, si je me souviens bien, je crois que c'était au SPF Economy. Est-ce que je peux retrouver ça en 2 secondes? Celle-là. Pendant ce temps-là, je réponds. Ah, pardon. Oui, je te laisse avec la question. Ah oui, vas-y, réponds. Et je Ah prends oui, le mais token. donc pour la E4, voilà, comme Ilan l'a dit, nous on ne traite pas ces primes, mais quand je regarde les conditions, apparemment, les couvre-murs sont considérés, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un client qui a du PVC et qui remplace par du PVC, est-ce qu'il aura la prime? Oui, car c'est un remplacement à l'identique. Alors, la mise en peinture d'une corniche en bois, la prime doit être remplie dans accessoires de toiture E4 ou dans embellissement de façade avant. Écoutez, de nouveau, ce sont 2 primes qui ne sont pas traitées par Bruxelles Environnement, donc je vous invite vraiment à regarder les conditions sur chacune de ces primes et de les soumettre en fonction des conditions. Voilà. Entre-temps, j'ai renvoyé le lien pour obtenir un token pour les clients étrangers. Donc, c'est sur le site du BOSA. Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas de carte d'identité électronique avec un numéro de registre national. Ok. Où est-ce qu'on en est?
On en est à s'il y a des châssis en PVC et on les remplace en alu, est-ce que le client aura sa prime? Non, en effet, car on parle vraiment de remplacement à l'identique. Mhm. Et voilà, je Et pense donc, qu'on a il fait. y a une autoréponse. Oui, ok, d'accord. Euh, voilà, je pense qu'on a répondu à tout. Si encore des questions, n'hésitez pas. Il reste 2 minutes. Voilà. Ok, bonjour, enfin, rebonjour, je fais maître du temps. Donc il reste 1 minute. On a presque fait tout répondu aux questions. Si vous avez encore d'autres questions, il ne faut pas hésiter à prendre le lien qui est visible là, donc revolution@mbill.be. Et on vous fera vraiment un plaisir de répondre, que ce soit des questions de Bruxelles Environnement ou d'Urban. On fera vraiment suivre pour que vous soyez, que vos questions soient répondues. Ilan, Gaël, un grand merci en tout cas pour la réponse à toutes ces questions. Si vous avez, enfin, comme je le répète, si vous avez vraiment des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on fera vraiment le nécessaire pour vous y répondre. Voilà, je pense que je vais clôturer. Un grand merci d'avoir assisté à ce webinaire. Une bonne journée et à la prochaine.